François Roustan sur l'hypnose, les lieux communs qu'on peut entendre sur l'hypnose. Certains sont contradictoires, comme souvent d'ailleurs dans les idées reçues. Si on demande à quelqu'un ce que c'est que l'hypnose, il pourra indifféremment y voir une sorte de pensée magique, hein, quelque chose d'un peu chamanique, une forme de sorcellerie. La même personne pourra, dans la même phrase, tenir l'hypnose pour un fait de médecine. Avec l'objectivité, la valeur objective ou scientifique presque de la médecine. Certains y verront un assujettissement de l'individu, une mise sous tutelle d'une conscience. D'autres y verront au contraire, ou peut-être les mêmes encore une fois, la possibilité d'une libération. Quelle part de vérité, d'intérêt recèlent ces idées reçues et où se situe-t-on dans ces contradictions? Certainement les deux ont raison. C'est parce que justement on abandonne un certain nombre de privilèges de son humanité que l'on découvre beaucoup d'autres choses. Au fond, nous sommes enfermés dans nos habitudes de penser et même de sentir et d'agir. Quand cette habitude est défaite, on peut s'ouvrir à beaucoup d'autres choses et ça semble magique. Ce qui veut dire que ce qui relève, alors il y a les habitudes et les habitudes de pensée, parce que il y a l'habitude, le quotidien, l'amnésie quotidienne au fond dont il s'agit de s'éveiller, et puis il y a l'habitude, le sentiment qu'au fond il suffit de connaître les choses en vérité pour les connaître telles qu'elles sont, et ce qui est une façon d'omettre ce qu'il peut y avoir d'inconscient en nous. Je ne sais pas si c'est inconscient, ça peut être aussi tout à fait conscient. Je n'ai plus besoin de cette séparation entre conscient et inconscient. Parce qu'on est à la fois tout à fait conscient d'une multitude de choses dont on ne se sert pas, mais c'est pas pour ça que ce n'est pas conscient. C'est-à-dire que c'est perçu. C'est ça un des problèmes de l'hypnose, c'est qu'on perçoit infiniment de choses dont on ne fait rien. Mais l'important, c'est précisément d'être dans le présent pour réactualiser toutes ces choses que nous avons ressenties, 100% les utiliser. Le fait que vous récusiez les catégories de conscient et d'inconscient me contraint quand même à rappeler un tout petit peu votre parcours, on va revenir dessus. Oui. Vous avez été jésuite, et puis psychanalyste, et vous êtes hypnothérapeute. Il y aura peut-être à voir et à comprendre les raisons d'un tel parcours. Et c'est d'une certaine manière ce qu'on va faire dans cette émission, en commençant par cette toile fameuse d'André Brouillet, qui décrit une des séances du mardi de Jean-Martin Charcot, le neurologue Charcot, qui est ici avec sa patiente donc atteinte d'hystérie, Blanche Whitman. Il faut rappeler quand même que Charcot avait recours à l'hypnose expérimentale, on est à la fin du 19e siècle, pour démontrer finalement que les phénomènes d'hystérie n'étaient pas déterminés par des lésions organiques, mais par ce qu'il appelait des lésions dynamiques fonctionnelles qu'on pouvait retrouver. C'est-à-dire des mots qui ne signifient rien du tout. C'est l'astuce de Charcot, c'est d'avoir inventé des mots, par exemple le mot de fonctionnel ne recouvre rien, on ne sait pas ce que ça recouvre. Mais alors que désigne-t-il quand il dit, voilà, ce dont les phénomènes d'hystérie sont le symptôme, ne relève pas de lésions organiques, mais de lésions dynamiques fonctionnelles? On dit... Que veut dire ce truc qui veut rien dire? Ça veut dire que c'est quelque chose qui englobe toute la personne et qui n'est pas du tout uniquement... qui peut avoir des fondements organiques, c'est pas le problème, mais c'est quelque chose de bien plus vaste. Ce qui est intéressant dans ce tableau ici, on voit cette personne qui est dans un état de léthargie complet. Mais ce que l'on ne dit pas, et c'est le problème que pose ce tableau lui-même et la méthode de Charcot, c'est que cette personne, d'abord, a été entraînée par d'autres magnétiseurs avant de se présenter comme ça. Et Charcot va pouvoir retrouver les différents stades de son état, mais en l'expliquant, elle se soumet à ça. C'est ça le phénomène de l'hypnose, c'est que celui qui hypnotise induit un certain nombre de choses. Et l'induction est encore plus extraordinaire. Avec le tableau dans le tableau. Hein, je le montre ici, parce qu'on ne le voit pas au début, c'est vous qui me l'avez montré tout à l'heure. Nous avons un tableau dans un tableau qui représente d'ailleurs vraisemblablement une scène d'hystérie. Alors l'hystérie, c'est parfaitement dans
son art d'imiter. Elle sait parfaitement ce qu'elle a à faire. Elle le voit, elle l'a déjà vu plusieurs fois. Et on l'a même entraînée à ça, parce que des magnétiseurs, avant les séances de Charcot, commençaient à magnétiser, c'est-à-dire à hypnotiser, les différentes personnes. Vous voulez dire que Blanche Whitman a une pratique de l'abandon d'elle-même qui fait que du coup, elle se prête à merveille à ce jeu-là? C'est la reine des hystériques. Elle était à la Salpêtrière, il y avait des centaines et des milliers de femmes qui étaient rassemblées là, et c'était un vivier pour essayer de comprendre un certain nombre de maladies nerveuses, et elle était la reine. Donc elle était rodée à ça. Quelques dizaines d'années plus tard, on ne fera plus du tout ce genre de spectacle. Mais ce qui est extraordinaire quand même dans ce genre de spectacle, François Roustan, c'est que nous avons ici un spectacle d'une vraie beauté d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est une femme, on l'a dit, hystérique, elle est alanguie aussi. Oui, une actrice. Spectacle d'une vraie beauté, une actrice, quelque chose d'irrationnel. Et sur quoi se pose alors toute une série de regards dont la précision, la curiosité relèvent davantage pour le coup de la construction d'un objet scientifique. Oui, nous avons les deux dimensions, ce dont on parlait tout à l'heure, de l'hypnose, ici parfaitement manifestée dans ce mélange des genres. Elle est hypnotisée, mais tous les personnages qui sont là... sont hypnotisés par le fait qu'elle le soit. Oui, et par Charcot lui-même, qui était un homme d'une personnalité extraordinaire et qui savait imposer même le fait de croire à ce qu'il racontait. Il avait un succès extraordinaire, mais on regarde, les regards sont portés vers la femme et vers Charcot. Celui-ci, par exemple, regarde directement Charcot. Il faut rappeler que Charcot est l'un de ceux qui a montré que l'hystérie n'était pas propre aux femmes. Oui. N'était pas un phénomène propre aux femmes. Ça n'est pas seulement l'utérus, l'hystérie. Qu'à cet égard, Freud reconnaîtra à Charcot d'avoir le premier, finalement, permis, via l'hypnose, de comprendre les phénomènes d'hystérie à partir de traumatismes que le corps interprète à sa manière. Tout à fait. Oui, Freud le reconnaîtra, ça. Et parce qu'on a souvent attribué à Freud le fait d'avoir imaginé que l'hystérie pouvait être aussi attribuée à des hommes. Venez, on va retrouver un Freud de cinéma. Oui. Magnifique. C'est Montgomery Clift dans le film de John Huston, Passion secrète. Et alors, ce qui est très fort, je crois, avec ce montage d'images qu'on doit à Philippe Truffaut, c'est de voir Freud à la fois en situation de... Tiens, je ne sais pas... Ah oui, voilà. De voir Freud à la fois en situation d'hypnotiseur, ici, et de le voir ici, peut-être plus tard d'ailleurs, en situation d'analyste. Le parcours de Freud, la trajectoire de Freud, François Roustan, l'a conduit de l'hypnose à l'analyse, de la neurologie à la psychopathologie via l'hypnose, et de la psychopathologie à l'analyse, en fait. Tout à fait. Vous avez suivi le parcours exactement inverse. Peut-on dire ça? Pas tout à fait inverse. Bah, si, c'est inverse, si vous voulez. En tout cas, je suis passé de la psychanalyse à l'hypnose par le biais justement de la suggestion. Parce que ce qui est fondamental, et ce que Freud a appris, non pas auprès de Charcot, mais auprès de Bernheim, c'est que ce qui était fondamental dans la relation hypnotique, c'était la suggestion qu'opérait le médecin par rapport au malade. Qu'est-ce que vous entendez par suggestion? Est-ce qu'il lui suggère des pensées? Et à quoi l'induit-il? À tout. C'est-à-dire, par exemple, à la fin de sa vie, Freud se pose encore la question de savoir, par rapport à la psychanalyse, s'il a induit les croyances en, par exemple, la sexualité infantile et autres, auprès de ses disciples, ou bien s'ils l'ont vraiment découverte. C'est-à-dire, on ne sait plus qui a commencé à penser et à penser à la place de l'autre. Alors, ce doute qui porte sur la psychanalyse, sur la démarche de l'analyse, c'est-à-dire la question de savoir si, au fond, ce qu'un patient croit découvrir ne lui a pas été mis dans la tête, ou mis dans l'inconscient, si j'ose dire, par celui à qui il est censé se confier. Cette question-là, ce problème-là, pour le coup, j'ai presque envie de dire que l'hypnose le résout, au sens où on est quand même dans l'ordre d'une mise sous tutelle, dans le cas de l'hypnose, non? Tout à fait, tout à fait. Mais d'abord, ce que je voudrais dire, c'est, puisque vous m'interrogez sur mon passage de la psychanalyse, c'est que j'ai écrit un article après avoir étudié le transfert chez Freud et après
avoir pratiqué la psychanalyse, j'ai écrit un petit article intitulé « Suggestion au long cours ». C'est-à-dire que on a l'impression, en psychanalyse, que l'on suggère un certain nombre de choses subrepticement et que le résultat, c'est qu'on risque d'en faire un clone, faire de l'analysant. C'est cette expérience-là qui vous a détourné? Et c'était cette expérience-là, je me suis dit... Ou c'est Lacan, c'est l'influence de Lacan sur vous, ou c'est le rapport que vous entreteniez avec Lacan? Le rapport que j'ai entretenu avec Lacan, c'est un rapport, je dirais, de force à force. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose de cet ordre-là qui est dans l'hypnose. C'est-à-dire que c'est un jeu de force. Le plus fort doit essayer d'influencer l'autre. Et le jeu d'un véritable hypnotiseur, c'est précisément à la fois de suggérer à quelqu'un d'exister et en même temps de le laisser faire. Mais certainement, je me suis initié à l'hypnose parce que les psychanalyses dénigraient totalement l'hypnose et que j'ai vu que si elle existait, il fallait aller voir ce que c'était. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à pratiquer l'hypnose. Alors, l'une des différences frappantes, ce que ces deux images permettent de montrer très bien d'ailleurs, l'une des différences frappantes entre les deux pratiques, oui, c'est que dans le cas de l'hypnose, on est malgré tout en face à face. Oui. Quand bien même les yeux d'ailleurs de la personne qu'on hypnotise se ferment, on est en face à face. Le regard ici de Freud Clift, tout à fait, de Montgomery Freud, tout à fait, en témoigne. Alors que ici, dans le cas d'une analyse conformément conduite dans le dispositif que Freud a mis au point, voilà, impose pour le coup, d'abord que les regards n'aillent pas dans le même sens, mais surtout, on est dans un rapport d'écoute qui fait, en apparence en tout cas, l'économie de la suggestion par le regard. C'est ça, c'est ce que les psychanalystes ont cru, qu'ils se débarrassaient de la suggestion par le fait que le psychanalyste n'était pas, plutôt que l'analysant, n'était pas soumis au regard de l'analyste. Mais je pense que c'est simplement un trompe-l'œil. C'est pas parce qu'on est derrière... C'est un trompe-l'œil. Qu'on ne suggère pas. Donc, ça peut même être dans le silence et le fait que le psychanalyste n'intervient pas crée une demande de l'analysant qui est bien pire que la suggestion directe de l'hypnotiseur par rapport à l'hypnotisé. Donc il y a des choses qui se renversent. Le passage de la psychanalyse à l'hypnose, pour vous, est-il une récusation de la psychanalyse ou un prolongement de la démarche selon des modalités qui vous semblent plus efficaces? Parce que l'objet, c'est quand même de guérir quelqu'un. Voilà, moi je me suis guéri en psychanalyse, précisément, en utilisant la situation... Vous êtes guéri de la psychanalyse ou guéri en psychanalyse? Ensuite de la psychanalyse, mais pas immédiatement. Finalement, mon expérience de la psychanalyse n'était pas une expérience langagière, mais une expérience de surgissement. Et ça a été fondamental ensuite pour moi, dans mon rapport à l'hypnose. C'est-à-dire que ce que j'attends d'une cure, c'est que l'individu sorte de ses limites et produise une vitalité nouvelle. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais peut-être que l'hypnose produit ces effets-là. Mais pourtant, l'hypnose, là encore, on en vient aux idées reçues qui ont quand même la vie dure et la dent longue, oui, ou la dent dure et la vie longue, je ne sais pas. Qui ont certainement raison. Et qui demeurent, hein, en tout cas qui demeurent, ça correspond quand même à quelque chose. Si une idée devient une idée reçue, c'est qu'elle a peut-être un fond de quelque chose. Tout à fait. On ne sait pas. La fumée sans feu existe, mais enfin bon. Regardez, voilà une gamine, très mignonne, très sympathique, avec sa maman, manifestement, ouvertement et objectivement hypnotisée par la télévision. Oui. On n'est pas ici, alors, en apparence en tout cas, le lieu commun voudrait que l'on pense ça, que nous ne sommes pas ici en présence d'une libération de l'individu, mais au contraire d'un asservissement total de l'individu et de la conscience à l'endroit d'une image qui, par ailleurs, ne lui apprend rien sur lui-même, hein, ou rien sur elle-même. Oui, mais ça, ce n'est qu'un des temps de la relation hypnotique. La question, au fond, c'est pas la question de l'influence. On peut, de fait, influencer quelqu'un, mais toute la question est de savoir si, dans un second temps, on attend la réaction de quelqu'un. Et en un sens, cet exemple de la télé n'est pas bon,
parce que justement, il y a quelque chose de mort en face de le poste de télévision. Regardez, la meilleure image de la mort, c'est on a trouvé de la neige. Ce qui est assez difficile à trouver d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il y a des programmes en continu maintenant. Oui. On a réussi à trouver de la neige. Et on s'est aperçu d'ailleurs en cherchant de la neige que la neige avait ses spectateurs. Oui. C'est-à-dire qu'il y a du monde devant la télé quand il y a la neige en général. Les gens soit s'endorment devant, soit restent les yeux ouverts et dorment éveillés. Oui, mais en un sens, c'est une excellente image parce que ça donne le minimum. On est obligé de regarder cette image et en même temps, on n'est pas obligé de penser à quelque chose. Donc, ça peut être l'occasion, si on se laisse aller à regarder ça, on ne peut plus regarder. La fin de la fascination peut conduire précisément à une imagination beaucoup plus riche. Donc, dans votre livre, Qu'est-ce que l'hypnose, que j'ai entre les mains là, sur lequel j'ai travaillé pour les besoins de cette émission, vous présentez l'hypnose. Quelle est l'expression exacte que vous employez? Attendez, c'est assez bien dit. Je la retrouve pas maintenant, c'est dommage. Vous parlez de l'hypnose comme, je dis de mémoire, une introduction à l'imaginaire, une ouverture à l'imaginaire. Oui. Mais de quelle manière ça s'opère? Parce que regardez, si j'ose dire, regardons les yeux. Voici les yeux de la gamine, donc vus de près. Eh bien, au bout de très peu de temps, oui. Quand la fascination joue, mais c'est pas justement devant la télévision. On propose à quelqu'un de fixer un point particulier. Au bout d'un certain temps, on ne peut plus voir. On ne peut voir que si l'œil, c'est la Gestalt nous le dit, que si on fait le tour. Ce que vous appelez la Gestalt, c'est la Gestalt théorie. La Gestalt théorie. Oui. On ne peut voir un objet que si on peut le voir dans son entourage. Or, la fixation, qui est celle-là, ne permet plus de voir. À ce moment-là, l'hypnotisé ferme les yeux et se laisse aller à imaginer. Et c'est là qu'on entre dans ce que vous appelez la deuxième étape, c'est-à-dire le moment où l'hypnose cesse d'être un asservissement pour devenir une libération? Ça peut être l'occasion. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce que ressent l'hypnotisé, c'est un état de vide. Et il n'est plus aidé par le thérapeute qui laisse l'hypnotisé à lui-même. Et à ce moment-là, il est obligé précisément de créer et de s'appuyer sur ses propres forces à lui. Est-ce que l'espèce de vide que ressent l'hypnotisé peut être d'une manière ou d'une autre, dans les limites de la représentation, illustré par un tableau de Rothko? On a ici une huile, parmi une infinité d'autres d'ailleurs, enfin un grand nombre d'autres, magnifiques, de Rothko, qui a quand même, je trouve en tout cas, cette double vertu de témoigner d'une indifférence à la forme et au fond de picturaliser, si j'ose dire, cette mise en évidence d'un inexprimable en nous, d'un fond rétif à sa mise en forme ou à sa mise en langage. Est-ce que l'état d'hypnose peut être illustré de cette manière, par un tableau comme celui-là? Parce que le regard est fixé sur le tableau et en même temps, ce tableau ne lui donne aucune indication narrative. Et cet aspect minimal est capital pour précisément susciter toute autre chose. Et toute autre chose, c'est quoi? C'est un état dans lequel on entre, qui est un état d'harmonie. L'hypnose... Pourquoi l'harmonie? Pourquoi parce que faire jaillir cet en-deçà de nous-mêmes, pourquoi postuler que cet en-deçà de nous-mêmes serait harmonieux? Parce que on n'est plus limité par un certain nombre d'habitudes de penser ou de sentir, et qu'on est ouvert à toutes les possibilités. Et ce champ des possibles lui-même nous ouvre précisément à un état où les choses se correspondent. Donc il s'agit de rejoindre le monde en définitive. C'est en cela qu'on entre dans l'harmonie. C'est qu'on rejoint le monde. C'est pour ça que vous parlez du magnétisme animal ou d'éléments comme ça. C'est-à-dire tout ce qui, d'une certaine manière, dilue le sujet au profit du monde. C'est ça. L'état hypnotique consiste, on pourrait dire, à ne rien faire, ne plus penser, ne plus sentir, mais par le fait même, à ouvrir à un monde
qui va permettre une reconversion. Les Allemands ont un très beau terme, ils parlent pour dire à la fois l'humeur de l'individu et en même temps l'accord avec l'environnement, ils parlent de Stimmung. Quand ils disent Stimmung, ça veut dire à la fois sentir que les choses sont en harmonie, se correspondent, et en même temps, c'est un terme musical. La Stimmung, c'est le bon accord. Quand ils disent es stimmt, eh bien, ils disent ça s'accorde, ça va ensemble. Et je pense que ce qui s'opère, qui semble magique dans l'état hypnotique, c'est un accord entre tous les éléments de mon existence. Ne rien faire, ça veut dire que j'accepte tout à la fois. Il y a quelque chose de taoïste dans l'hypnose. Tout à fait, oui. C'était en vous entendant que cette idée me vient. L'hypnose, je dirais, c'est pour les Occidentaux. Reconquête de soi par laisser aller. Voilà, exactement. Oui. Mais vous avez dit que ce tableau ne racontait rien. Mais malgré tout, il y a quand même des formes. On a 2 rectangles rudimentaires. Mais il raconte tout ce qu'on veut. Alors, je vous propose un scénario. Imaginons que qu'on traite ce tableau comme une métaphore. Non plus comme un état, mais comme une métaphore. Alors, de quoi serait-elle la métaphore? Imaginons que ce rectangle orange désigne, plus exactement, que la blancheur représente la clarté illusoire d'une conscience qui voudrait se représenter le monde sous le filtre des idées claires et distinctes, et qu'en deçà de cette clarté, on est l'obscurité phréatique, la nappe phréatique et sombre, au fond, j'appelle ça inconscient par commodité de langage, mais disons d'un en deçà de la volonté, dont la blancheur serait à la fois le paravent, l'expression insu, et peut-être la Libye. Est-ce qu'une telle interprétation vous semble fonctionner? Oui, mais une interprétation probablement entre beaucoup d'autres. Et ce qui m'intéresse, c'est l'état par lequel je passe et l'impossibilité d'interpréter. C'est cette impossibilité d'interpréter qui m'ouvre, moi, à toutes les possibilités de mon existence. C'est là que vous avez récusé l'analyse? Oui, d'une certaine façon, oui. Parce que vous avez renoncé à l'interprétation au profit Mais Lacan lui-même nous parle du signifiant qui ne signifie rien. C'est une absurdité. On en a conclu qu'il s'intéressait au langage. Mais c'est tout le contraire. Il s'intéresse au langage pour précisément l'annihiler. Donc, on est dans un état hypnotique. Asseyez-vous. On va s'asseoir de nouveau. Est-ce en ce sens qu'on a pu dire que Lacan hypnotisait ceux à qui il parlait? Absolument. Absolument. Il hypnotisait et il laissait plein de ses disciples dans un état d'hypnose continue. Mais est-ce que ça n'est pas... dépendance continue. Alors, pardonnez-moi de vous poser cette question qui est faussement personnelle, parce qu'au fond, elle engage quelque chose qui nous échappe tous, puisque c'est derrière votre parcours, ce sont des décisions existentielles fondamentales qui sont en jeu, là. Est-ce que ça n'est pas pour vous libérer de l'hypnose lacanienne que vous avez remplacé la psychanalyse par l'hypnose? Oui, mais de l'effet d'hypnose induit par la présence de Lacan, fascinante. Pas la présence de Lacan, parce que je l'ai fréquenté pendant plusieurs années pour un contrôle, et c'était vraiment, à chaque fois, un combat au fleuret. Ah oui, d'accord. Lui cherchant à faire pression et à me mettre dans une situation difficile, et moi réagissant en lui renvoyant le même. Je pourrais raconter toute une série d'histoires. Donc c'est pas tellement ça qui m'a incité à quitter. Parce que moi, j'aurais très bien pu rester à l'école freudienne, sans aucune... C'est-à-dire chez les lacaniens? Oui, ça m'est égal. Si on m'avait permis de penser par moi-même. Et ce qui m'a heurté parmi les disciples de Lacan, c'est que je voyais un état de psittacisme qui était navrant et que je reliais pour moi au transfert. Et la grande question que j'ai posée très vite à Lacan, mais à partir de Freud, comment sort-on du transfert? Et les disciples de Lacan, un de mes bons amis, me disaient « Mais mon pauvre François, t'en es encore là, on n'en sort pas. Cette dépendance à l'égard de Lacan, c'est quelque chose de constitutif pour nous, ce qui me paraissait tout à fait absurde. Si les disciples de Lacan s'indignent de ce que vous dites en ce moment, ils vous donneront raison.
en un sens. Oui. On verra ça. Ça m'étonnerait beaucoup. Oui, ça m'étonnerait aussi. Merci en tout cas. Merci. On va continuer à parler pour nos internautes. Parce que j'ai des choses à vous soumettre. Il y a notamment Maupassant, on n'en a pas parlé. Vous savez, le passage du Horla, incroyable, que je vais vous lire dans un instant, enfin que je vais relire dans un instant. D'accord. Voilà. Mais il y aurait beaucoup à dire sur les rapports à Lacan. Oui, tout à fait. Beaucoup à dire sur les rapports à Lacan. Il faisait grand cas de l'hypnose, lui, dans sa démarche ou pas? Non, il a entériné. Mais il faut se méfier de lui parce qu'il savait ce qu'il faisait.